Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous voulions revenir sur le projet Énergie Saguenay, ce projet de construction d'une usine de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui fait toujours parler de lui. 6 professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi sollicitent des appuis contre ce projet de GNL Québec auprès des 3 syndicats du personnel de l'université et de leurs membres. Rappelons un peu le projet. Il s'agit d'une usine de liquéfaction de gaz naturel qui ouvrirait ses portes en 2025. Elle serait alimentée par un pipeline qui traverserait le nord de l'Ontario et l'Abitibi-Témiscamingue pour acheminer le gaz naturel en provenance de l'ouest du pays jusqu'à l'usine. Le gaz naturel pourrait ainsi être exporté vers l'Europe ou ailleurs par bateau. GNL Québec affirme que ce projet pourrait être carboneutre et que ce serait une bonne chose dans la lutte au changement climatique. Est-ce que le projet Énergie Saguenay pourrait vraiment compenser toutes ces émissions de gaz à effet de serre comme le soutient GNL Québec? Et quelles sont les répercussions environnementales d'un projet de cette envergure? Vous aimeriez également savoir comment la population accueille ce projet? Restez à l'écoute. Pour parler du projet Énergie Saguenay, je suis en compagnie de Jean-Thomas Bernard. Il est professeur invité à l'Université d'Ottawa et spécialiste de l'analyse des marchés de l'énergie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Je vote pour la science. Alors, GNL Québec affirme que son projet Énergie Saguenay vise à soutenir les efforts de lutte au changement climatique en Europe, en Asie et ailleurs dans le monde en offrant une énergie de transition. Est-il vraiment possible de démontrer que le projet Énergie Saguenay permette de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre? Non, c'est pas assuré, ça, ce point de vue-là. Hein, c'est-à-dire, ici, ce que ce projet-là fait, c'est qu'il permet à du gaz naturel canadien de se retrouver sur le marché mondial. On pense que ce sera principalement l'Asie, ça pourrait être aussi l'Europe. Mais une fois que le gaz est vendu, c'est le propriétaire qui décide l'usage qu'il en fera. Oui. Donc, on ne peut pas, à ce moment-ci, affirmer avec certitude qu'effectivement, ça servira à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il est bien possible que ce soit le cas, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Oui, il parlait de 28 millions de tonnes par année. Il mettait un chiffre. Ça correspond à quoi, ces 28 millions de tonnes? Je crois que, c'est quand même énorme, ça, là, parce que le Canada, je crois, présentement, émet quelque chose comme 600 millions de tonnes. Mm-hmm. Donc, c'est quand même un volume important, là, 22 millions de tonnes. Et ici, je crois, la base de comparaison, c'est si on suppose que ce gaz naturel-là va servir à remplacer une centrale qui autrement opérerait au charbon. Oui, c'est la comparaison finalement. Mais c'est la comparaison que l'on fait, oui. C'est pas l'entièreté du projet de sa construction, parce que construire, ça émet aussi, entre la construction de l'usine et la construction du pipeline, on émet beaucoup. Il y a des émissions au moment de l'extraction, il y en a dans le transport, puis il y en a aussi dans ici au Québec, ce sera très limité, là, parce que il y en a dans le processus de liquéfaction. Puis, ce gaz liquide-là se retrouve dans un port, il faut le ramener à l'état gazeux. Mm-hmm. Et là aussi, il y a des émissions. Donc, si on prenait le grand cycle complet, c'est certain que, c'est certain qu'il faut y aller un peu, encore une fois, avec toujours des réserves, là. Mais il y a de bonnes chances que si on remplace une centrale au charbon, bien effectivement, on émettrait moins de gaz à effet de serre. Parce que le charbon, lui aussi, émet des gaz à effet de serre, non seulement au niveau de son usage, mais aussi au moment de l'extraction, du transport, de la manutention. Donc, il
faudrait comparer les cycles complets d'une centrale qui opérerait au charbon par rapport à une centrale qui opérerait au gaz naturel, mais qui serait alimentée de gaz naturel liquéfié provenant du Canada. Oui, lorsqu'on parle de compensation, on suppose aussi que le gaz pourrait remplacer donc le charbon, vous l'avez dit, les centrales nucléaires, mais il pourrait remplacer aussi des énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire ici, effectivement, mais le problème, comme on sait, le problème avec le solaire et l'éolien, c'est l'intermittent. Mm-hmm. Alors, on peut comparer une centrale au gaz naturel assez directement avec une centrale au charbon, parce que les deux ont à peu près on peut réaliser à peu près ce qu'on appelle le même coefficient d'utilisation. Hein? Si on brûle plus de gaz, on produit plus d'électricité, puis si on brûle plus de charbon, on produit aussi plus d'électricité, mais on peut comparer ça. Et ça vaut aussi pour une centrale nucléaire. Maintenant, c'est pas le cas pour l'électricité de source éolienne ou solaire. Parce que dans ce cas-là, évidemment, ça dépend de la température. Et on peut trouver des coefficients d'utilisation moyens, mais ça veut dire que c'est une moyenne aussi. Oui. Ça peut être plus, ça peut être moins. Puis aussi, la difficulté majeure, c'est que la production de sources intermittentes comme ça ne coïncide pas avec la demande. Alors que pour le gaz naturel, on peut produire de l'électricité au moment où on le désire, mais c'est pas le cas. Donc ici, les comparaisons sont plus difficiles, mais aussi le problème de l'intermittence donne lieu à une source de génération qui est plus constante. C'est-à-dire, on ne peut pas se reposer uniquement sur le solaire et l'éolien, parce que effectivement, il est possible qu'au moment où on veut l'utiliser, les centrales ne soient pas en opération. C'est déjà arrivé de façon majeure en Allemagne, là, il y a quelques années, où l'ensemble de l'énergie solaire avait fait défaut parce qu'il n'y avait pas d'ensoleillement, et ça avait causé une demande majeure pour du remplacement, et ça avait affecté les réseaux voisins, là, des pays voisins. Donc, lorsqu'on utilise de l'énergie intermittente, comme de ces deux sources-là, il faut aussi prévoir un système d'appoint. Et assez souvent, le gaz naturel joue ce rôle d'appoint-là. Parce qu'une centrale au gaz naturel, donc, ça coûte pas très cher à construire, là. On peut les construire assez rapidement. Hein. C'est une turbine, un peu comme une turbine d'avion. Alors, on l'installe, puis on fait tourner le moteur, puis il active une turbine plus grande qui, elle, produit de l'électricité. Alors, le principe il est assez simple, et ça peut se faire rapidement. Donc, lorsque on accroît le volume d'énergie renouvelable, comme le solaire et l'éolien, il faut prévoir aussi un système d'appoint. C'est possible que le gaz naturel canadien jouerait ce rôle-là. Le système d'appoint, évidemment, ce qu'on espère un jour, c'est que les batteries le coût sera suffisamment faible pour jouer ce rôle-là. C'est-à-dire, on entreposerait l'électricité de forme éolienne et solaire au moment où on n'a pas de besoin, et on la retournerait dans le réseau au moment où on en a besoin. Alors, le jour où les batteries coûteront moins cher, on travaille beaucoup là-dessus, mais ça fait plusieurs années, les coûts ont baissé, mais pas encore suffisamment pour produire des batteries à grande échelle pour servir d'appoint à de l'énergie solaire et éolienne. Et c'est pour ça que à beaucoup d'endroits, le gaz naturel joue ce rôle-là. Alors, et dans ce sens-là, on ne peut pas dire que ça remplace le solaire et l'éolien. Au contraire, ça favorise sa pénétration. Parce que uniquement le solaire et l'éolien auraient une intermittence qui ne serait pas acceptable. Oui, assez fiable. C'est peut-être pour ça que GNL Québec parle de transition dans la lutte des changements climatiques. Ils présentent leur projet comme un projet de transition vers une énergie propre, c'est ça? Oui. Donc,
dans le sens, on peut l'interpréter de deux façons. Une, c'est, évidemment, le gaz naturel lui-même émet du CO2, donc il émet aussi des gaz à effet de serre, mais de façon beaucoup moindre que le charbon. Je ne me rappelle plus trop exactement le coefficient, mais je crois que c'est de l'ordre de 2 pour 1. Donc, on émet moins lorsqu'on utilise une centrale au gaz, mais on émet quand même. Là, c'est pas une source qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc, mais ça émet moins que le charbon et ça émet aussi moins que les centrales au pétrole, parce qu'il y en existe quand même. Et ces centrales au pétrole-là aussi jouent à peu près le même rôle peuvent jouer à peu près le même rôle, à la fois soit qu'une centrale au charbon qui serve de base, ou encore comme centrale d'appoint, mais le gaz naturel coûte moins cher que le pétrole comme centrale d'appoint, comme installation. Donc, il peut être une source de transition en passant d'une forme qui émet plus, le charbon, par rapport au gaz naturel, ou encore, il peut servir d'appoint de l'énergie non renouvelable. Donc, si on remplace une centrale au charbon par des centrales qui s'appuient sur le solaire et l'éolien, accompagnées de gaz naturel, évidemment, c'est beaucoup plus propre que simplement les centrales au charbon. Oui, évidemment. L'analyse produite par le CIREG pour GNL Québec démontre que les émissions liées à Énergie Saguenay au Canada avoisineraient les 8 millions de tonnes de GES par année, en raison de l'exploitation donc du gaz naturel en Alberta, principalement par fracturation. Ça correspondrait à l'équivalent de 3,4 millions de voitures de plus sur les routes. On est quand même loin de la carboneutralité qui est présentée dans ce projet-là. Oui, on est loin. Donc, pour donner une idée de la taille des émissions, le 8 millions, le Québec, si ma mémoire est bonne, émet entre 70, je crois qu'on est autour de 70 à 80 millions. Donc, ça correspondrait à peu près à 10% des émissions de gaz à effet de serre du Québec. Ça, donc, c'est pas rien. Il faut dire qu'au Québec, les émissions sont relativement faibles parce que nous, notre électricité provient de l'hydro et l'hydro n'a pas une émission complètement n'est pas complètement libre d'émissions parce qu'au moment de la mise à eau des barrages, on élimine une partie de la masse forestière. Puis cette masse-là, elle disparaît. Donc, c'est du carbone qui s'envole dans l'atmosphère. Mais une fois que c'est en opération, les émissions sont à peu près nulles. Oui. Donc, c'est une forme d'énergie propre. Donc, le Québec émet relativement peu, mais nous, le gros Québec, évidemment, des émissions proviennent du secteur transport. Oui, mais pour neutraliser l'ensemble des émissions produites au pays en lien avec ce projet, comment faudrait-il investir chaque année? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, planter plus d'arbres? C'est quoi la solution pour, justement, rendre ça plus carboneutre? Réduire les émissions de l'équivalent de 10% au Québec, là, en l'équivalent de 10% au Québec, ça prendra un effort énorme parce que nous, nos émissions baissent encore, mais c'est un rythme très lent. Donc, la solution n'est pas si évidente. Présentement, tout le monde promet de planter des arbres, là. Mm-hmm. Donc, moi, je vois ça un peu avec une certaine réserve. Parce que il est difficile de s'assurer que effectivement, lorsqu'on achète un tel permis, que ce permis-là va être respecté au cours de plusieurs années là. Donc, alors que le gaz naturel, lui qui est dans le sol, est dans le sol. Hein? Si on ne touche pas, il émettra pas là. Alors que la forêt qu'on plante, c'est pas tout à fait assuré qu'elle sera toujours dans un état pour capter le gaz, les gaz à effet de serre et l'entreposer de façon permanente. On n'a qu'à regarder qu'est-ce qui se passe présentement en Australie. Évidemment, il y avait de la forêt, mais aussi de la broussaille,
mais présentement, ça émet beaucoup, ça. Mhm. Et cette forêt-là va probablement être régénérée en partie, mais à cause justement des gaz, du réchauffement climatique, c'est difficile de prévoir quel est le stock de gaz le stock de carbone qui va être entreposé de façon plus ou moins permanente. Alors, ça vaut ça pour les plantations qu'on réalise un peu partout, là. Oui, donc c'est pas en investissant justement dans les plantations d'arbres qu'on rendra ce projet carboneutre. Carboneutre, non, il y a présentement une espèce d'engouement là, pour ça parce que, en général, planter des arbres, c'est un acte qui est perçu comme positif, hein, non seulement pour capter le carbone, mais aussi pour la biodiversité et ainsi de suite. Mais il faut penser ici que ça prend un effort de long terme. C'est pas juste planter un arbre puis on laisse faire son cycle de vie. Faut réaliser que les conditions dans lesquelles les arbres évoluent aujourd'hui sont très différentes de ce qui était il y a 20-25 ans. Donc, quel stock de carbone finalement sera capté et maintenu? Parce que pas tout le capter, il faut le maintenir aussi, ce stock-là. Oui. Oui, merci beaucoup. On était en compagnie de Jean-Thomas Bernard, professeur invité à l'Université d'Ottawa et spécialiste de l'analyse des marchés de l'énergie. Merci, professeur Bernard. OK. Bonjour. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Je rejoins maintenant Adrien Guibert-Barthès, le porte-parole de la coalition Fjord. Bonjour. Bonjour. La coalition Fjord, c'est un mouvement citoyen qui a pour mission la protection de l'intégrité du fjord du Saguenay. Votre coalition vise à informer, mobiliser et réseauter les personnes préoccupées par les impacts des nombreux projets de développement industriel à l'étude au Saguenay et sur le bassin versant du fjord. C'est bien ça? Exactement. Donc, bonjour. Bonjour. Le premier ministre du Québec, François Legault, a rencontré récemment les dirigeants de GNL Québec et a vanté le projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel. Selon lui, cela créerait 4 000 emplois durant la construction et 250 emplois permanents à 100 000 par année. Il a aussi affirmé que le projet réduirait les gaz à effet de serre de 28 millions de tonnes en remplaçant les centrales au charbon. Vous avez réagi à cette nouvelle, à la coalition Fjord. Vous avez affirmé qu'ainsi François Legault reprend la propagande mensongère des promoteurs de GNL Gazoduc, en plus de désavouer les processus de consultation du pape. Expliquez-nous. Mais en fait, le gouvernement Legault, ça peut être le premier ministre autant que certains ministres, reprennent exactement mot pour mot ce que l'entreprise dit, alors que leur affirmation est fortement critiquée par l'ensemble de la communauté scientifique à travers le Québec. Ça fait plus d'un an qu'on se mobilise au Saguenay, mais aussi il y a des scientifiques de toutes les universités du Québec qui ont pris la parole en juin dernier pour dénoncer ce projet-là, et que plutôt que de réduire les gaz à effet de serre mondiaux, ce projet-là les augmenterait d'un minimum de 46 millions de tonnes de gaz à effet de serre de CO2 en fait. Donc ça c'est l'équivalent de soit 60% de la consommation des gaz à effet de serre au Québec, donc 60% des gaz à effet de serre émis au Québec annuellement, ou la consommation de 10 millions de voitures. Alors qu'on est très loin du chiffre d'entreprises qui disent, eux, on va réduire les gaz à effet de serre avec notre projet. Oui. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, la quantité de GES du projet ou l'impact du transit maritime des méthaniers sur le fjord? C'est un peu des deux, en fait. C'est parce que c'est à deux échelles différentes. Les gaz à effet de serre, évidemment, vont avoir des impacts sur l'ensemble de l'environnement planétaire. Et le trafic maritime causé par ce projet-là viendrait doubler le trafic dans le fjord. Et le fjord du Saguenay, c'est le seul parc marin au Québec et le seul refuge pour les belugas. En fait, on parle de refuge acoustique, étant donné que le beluga est un animal qui essentiellement se déplace avec les sons.
un peu comme une chauve-souris sous-marine, si on veut, et rajouter du trafic maritime dans son habitat naturel, le seul refuge acoustique au Québec, aurait des conséquences graves sur le rétablissement de cette espèce qui est déjà dans un état difficile. Donc, le trafic maritime va venir forcément avoir un impact sur le beluga et les autres espèces marines. On pense à d'autres types de mammifères marins, entre autres. Oui, à la coalition, vous avez lancé une pétition contre les projets de GNL Québec l'an dernier. Qu'est-ce que ça a donné? En fait, la pétition, on l'a lancée avec plusieurs groupes citoyens et environnementaux de la région du Saguenay, et on est rendu à 55 000 personnes qui ont signé contre ce projet-là. Et pour l'instant, on continue d'amasser les signatures et on veut sensibiliser les gouvernements, autant au provincial qu'au fédéral, que ce projet-là n'a pas d'acceptabilité sociale et que ce projet-là, en fait, va à l'encontre de tous les objectifs de protection de la biodiversité, de réduction des gaz à effet de serre qu'au Québec, on se donne, et au Canada, on se donne. Oui. Comment la population, justement, reçoit ce projet aujourd'hui? Est-ce qu'elle est toujours tiraillée entre le développement économique et la protection de l'environnement? Oui, entre autres, mais c'est surtout que dans la région Saguenay, en fait, on est bombardé d'informations de la part d'entreprises payées à coût de je ne sais combien d'argent pour la publicité dans les médias locaux, et ça mêle la population énormément. Rajouté au fait que la compagnie distribue à tout vent des millions pour essayer d'acheter les gens. Donc, en fait, elle va essayer de dire qu'elle va donner de l'argent aux universités, qu'elle va donner de l'argent à certaines communautés autochtones, par exemple. Et ça, avant même que le projet soit accepté ou soit pleinement étudié, fait que la population est mélangée à travers le projet. Mais de manière générale, on sent que la pression augmente. La semaine passée, il y a eu une lettre qui a été diffusée dans les médias de la part des professeurs de l'UQAC qui étaient contre ce projet-là. On sait aussi, il y a plusieurs autres groupes de pression qui commencent à se faire entendre aussi. Donc, on sent que la population de plus en plus dénonce ce projet-là. Oui. Vous avez parlé des belugas, mais quand on pense à la protection de l'environnement, quels autres risques il y a? La perte de biodiversité, qu'est-ce qu'il y a comme autre risque? En fait, ce projet-là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que une des tactiques de la compagnie, c'est de diviser son projet en deux morceaux, soit la partie usine de liquéfaction au Saguenay et la partie gazoduc. La partie gazoduc, en fait, ça sera un gazoduc de 780 km entre l'Ontario et le Saguenay, et on viendrait carrément raser un 780 km de long par 60 mètres de large entre l'Ontario et le Saguenay, créant évidemment la destruction de milieux humides, d'habitats naturels de plusieurs espèces. On n'a pas encore le total complet, étant donné que l'étude d'impact du gazoduc n'est pas encore déposée. Cependant, on s'attend évidemment à la destruction de milieux naturels de manière importante. Oui, et peut-être aussi quelques risques pour la santé et la sécurité des populations si jamais il y a un accident. Exactement. Comment réduire la dépendance aux énergies fossiles de la région, plutôt que, je vous cite encore, plutôt que de peindre en vert un projet d'hydrocarbures sales? Comment on peut faire ça? C'est une bonne question parce que on veut évidemment une transition, puis dans toute transition, il doit y avoir des étapes. Au Saguenay-Saint-Jean, une des filières d'économie qu'on trouve la plus prometteuse, et du point de vue de l'économie et du point de vue de l'environnement, c'est la biomasse forestière. Au Saguenay-Saint-Jean, évidemment, on a beaucoup de forêts, et le potentiel de production de gaz issu de la biomasse forestière est assez important et viendrait en fait réduire les gaz à effet de serre. Parce plutôt que d'utiliser du gaz qui serait issu de la fracturation hydraulique, donc la technique par exemple pour le gaz de schiste, on viendrait récupérer du gaz qui de toute façon est émis par la décomposition dans le sol ou par exemple les centres de tri de déchets organiques putrescibles. OK. Concrètement, vous feriez comment? En fait, il y a
à la Coalition Fjord, on avance des idées. Cependant, de manière concrète, nous, on se concentre principalement sur le projet de GNL Gazoduc et 2 autres projets miniers qui auraient sensiblement la même catégorie d'impact sur le fjord, parce qu'on a il y a d'autres projets dans l'air. Mais pour ce qui est de la transition, c'est sûr que ça prend la mobilisation des élus, et là, c'est plus à notre niveau. Donc, oui. Nous, la Coalition Fjord, en fait, on a un mouvement citoyen qui dénonce les impacts du projet de GNL Gazoduc. Puis, évidemment, on appuie toutes sortes d'initiatives, mais on n'a pas ni de ressources financières, ni de ressources humaines pour mettre en place concrètement d'autres alternatives. Quelle est la part de la population qui est le plus concernée et inquiète? En Abitibi et au Saguenay, il y a beaucoup d'actions qui sont faites de toutes sortes. Là. Par exemple, l'interpellation des élus ou manifestations. Juste au Saguenay, on en a fait 8 dans la dernière année. Et évidemment, les étudiants se sentent très concernés. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les associations étudiantes, dans leurs manifestations qu'elles ont faites dans les derniers grands rassemblements, pointaient directement le projet de GNL Gazoduc. Mais de manière générale, il faut comprendre que ce projet-là va avoir un impact sur l'ensemble du Québec. C'est pas juste le Saguenay ou le Lac-Saint-Jean, mais c'est aussi les gaz à effet de serre globaux du Canada qui vont augmenter. Ça va amener la production de gaz qui serait faite dans l'Ouest canadien et les émissions qui, évidemment, n'ont pas de frontières. Donc, si on augmente les gaz à effet de serre au Saguenay, c'est aussi le Québec et le Canada qui reçoit les impacts et le monde en général aussi. Oui, c'est pas juste un projet du Saguenay finalement, et ça concerne un petit peu plus largement la population québécoise. Exactement, et c'est pas non plus les élus du Saguenay qui vont prendre la décision. Au final, ça va être très probablement le fédéral qui aura le dernier mot. Donc, si c'est une décision du fédéral, c'est parce que ça inclut tout le Canada. Entendu. Merci beaucoup. On était en compagnie d'Adrien Guibert-Barthès, le porte-parole de la Coalition Fjord. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche Aurélie Lagueux-Beloin, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, toujours, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de